Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cette série spéciale dédiée au sujet épineux du prix des billets de train. Nous allons tenter de comprendre les rouages complexes de la tarification ferroviaire, que finance le prix des billets, pourquoi sont-ils parfois plus élevés que pour d'autres modes de transport comme l'avion, le transport ferroviaire est-il réellement un service public? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons voulu donner la parole à plusieurs experts du rail français, dont les points de vue et intérêts divergent, afin de vous permettre de vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser vos écouteurs pour profiter de ce podcast. L'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va. Je suis très content de te recevoir pour cette mini-série dédiée au prix des billets de train. Donc on se connaît bien parce qu'on a eu plusieurs occasions de se rencontrer et je dois dire que c'est assez plaisant d'avoir des dirigeants d'entreprise comme toi qui se montrent disponibles, plutôt ouverts à la discussion malgré un agenda qu'on imagine bien chargé. Et je pense que les personnes qui nous écoutent seront ravies d'avoir ton éclairage sur ce sujet qu'on peut qualifier quand même d'assez épineux et souvent mal compris. Avant de commencer par souci de transparence, j'aimerais préciser que cet épisode est sponsorisé par SNCF Voyageurs et que vous êtes évidemment l'un de nos partenaires principaux. Mais malgré ça, j'ai eu carte blanche sur les questions et tu n'as même pas demandé à les recevoir en amont. Donc ça va être, tu vas les entendre en même temps que les gens qui nous écoutent. Et je vais évidemment tâcher de garder la position la plus neutre possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu aussi donner la parole à d'autres acteurs sur cette mini-série, pour que chacun puisse se faire un peu son propre avis sur le sujet. Maintenant que c'est dit, j'aimerais qu'on commence peut-être par une petite présentation, que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours. Comment on devient directeur de TGV Intercité ? Alors moi, j'ai fait toute ma carrière à la SNCF et même plus que ma carrière puisque j'ai fait mon service militaire à la SNCF. C'est un peu mystérieux, mais c'était à l'époque, on appelait ça coopération et donc j'ai travaillé à Londres pour le fret à l'époque. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis à la SNCF. J'ai fait un peu tous les métiers de dirigeant de proximité, c'est-à-dire une première équipe d'une trentaine de personnes, à directeur de la gare du Nord, en passant par directeur de cabinet du président. Puis après, j'ai eu aussi l'occasion de diriger la ligne D du RER, qui, on le sait peut-être, est la ligne probablement la plus compliquée de la SNCF. J'étais directeur de Transilien. Et puis voilà, je suis arrivé à TGV Intercité, donc un parcours pur cheminot. Ouais, donc j'étais allé faire mon petit travail sur LinkedIn, j'étais allé voir et je voyais qu'il y avait 12 ans. Enfin, sur LinkedIn, c'est marqué que tu travailles depuis 12 ans au sein de la SNCF, mais du coup, ça fait 30 ans. Donc, on peut dire que voilà, le ferroviaire est bien ancré dans ton quotidien. Mais au-delà de la dimension, on va dire, professionnelle, est-ce qu'on peut dire que tu es accro au train ? Et si oui, à quand remonte cette addiction ? C'est une question intéressante parce que je ne suis pas accro au train au sens où je jouais pas au petit train quand j'étais petit. Hein, c'est toujours un peu la question qu'on pose. Donc, je me suis retrouvé effectivement à la SNCF au départ un peu par hasard, puisque même avant mon service militaire, c'était mon stage de fin d'études. Et c'était un sujet qui à l'époque, me passionnait. C'était marrant d'ailleurs de dire que c'était à l'époque, en 92, et il s'agissait de prévoir la saturation des autoroutes à l'horizon 2020. C'était pour promouvoir à l'époque l'autoroute ferroviaire, donc ce qu'on appelle l'autoroute ferroviaire pour le fret. Et c'est vrai que j'aimais bien cette idée de réfléchir à un sujet qui est vraiment un sujet d'intérêt général et de me retrouver de fait dans un service public, parce que c'est un vrai service public, la SNCF. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce thème, avec même un angle que je trouve assez marrant et là qui est vraiment spécifique à la SNCF, et il y a en fait peu de boîtes qui l'offrent, c'est qu'il y a certains postes qu'on a l'occasion de tenir à la SNCF qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, tu es directeur de la gare du Nord. Sur les 4 années où tu es directeur de la gare du Nord, il n'y a qu'une seule gare du Nord. Il n'y a personne d'autre qui fait ce job à côté. Et j'aimais bien cette idée de pouvoir avoir un certain impact à un moment donné, même si c'est évidemment un parmi d'autres qui te précèdent ou qui te suivent, sur un sujet qui est un sujet d'intérêt général. Donc c'est pas forcément une passion, on va dire, qui vient depuis l'enfance, qui t'a amené vers le train. C'est l'intérêt pour les sujets publics, etc. C'est d'abord un intérêt pour les sujets publics, et puis après, il y a une autre dimension, parce qu'il y a d'autres sujets que le train qui sont des sujets publics, mais c'est vrai que le train m'a aussi attiré. Alors, j'ai un parcours d'ingénieur. Le train, le ferroviaire, a à la fois un côté extrêmement concret. On sait tous ce que c'est qu'un train, on mesure ce que sont les rails, les caténaires. C'est quelque chose qu'on ressent physiquement. Peut-être à la différence, par exemple, des télécoms ou de l'énergie,
Un électron dans un câble, c'est un peu moins visuel et c'est un peu plus difficile à appréhender, je trouve. Donc il y avait cette dimension-là qui, moi, me séduit peut-être dans cette logique d'ingénieur. Et puis c'est vrai que le train, il faut reconnaître que c'est arrivé après. C'est pas quand je suis rentré il y a 30 ans, mais a évidemment cette dimension écologique qui aujourd'hui est beaucoup plus perçue. Moi, ça fait peut-être un peu plus longtemps que la moyenne que je suis sensible à cette question-là. Ça coche de ce fait vraiment beaucoup de cases. C'est sûr qu'il y a 30 ans, on n'était pas aussi bien renseigné que maintenant. Mais il y a 30 ans, encore une fois, mon premier sujet, ça a été de prévoir la saturation des autoroutes. C'était pour promouvoir l'autoroute ferroviaire et donc de remplacer des camions de route vers le train. Et déjà, à l'époque, on s'intéressait à l'impact sociétal des camions et donc du gasoil versus ce que pouvait faire un train électrique. D'accord. Il y avait déjà ces dimensions d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Exactement. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Eh bien, écoute, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur ton parcours et sur ce qui t'a amené au train, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va parler du prix, parce que beaucoup de gens reprochent au train d'être trop cher. Quel est ton avis sur la question ? Alors, chaque mot compte. Tu as dit trop cher. Cher, c'est un sentiment, et moi je suis prêt effectivement complètement à comprendre qu'il y a des prix du train qui sont chers et qui sont perçus et considérés comme chers et vécus comme chers par beaucoup de nos clients. Il y a trop, quand tu dis trop cher. Le trop, c'est là où il faut arriver à mesurer ce que c'est. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, si on dit trop cher, ça veut dire que c'est trop cher par rapport à quelque chose. Peut-être trop cher par rapport à un service rendu. Il faut quand même mesurer ce que c'est que ce service. Là, on parle de prix du TGV, donc des trains qui roulent à 320 km/h, 700 trains par jour, qui font cette performance-là. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on a des trains qui circulent à 320 km/h. Et donc, cette performance, elle a de fait un coût. Et ce coût, on peut là aussi en parler. C'est vrai qu'il est important. Ce n'est pas donné de faire rouler un train à 320 km/h. Après, le trop, il peut être comparé avec d'autres prix. C'est-à-dire que très souvent, tu ne me l'as pas encore dit, mais on dit c'est trop cher. La preuve, c'est plus cher que l'avion. C'est ce qu'on entend parfois. Et là, ma vision, c'est que c'est peut-être parfois plus cher que l'avion, mais le problème, il vient souvent du prix de l'avion et en particulier du prix du low-cost. Et il faut peut-être s'interroger sur le prix du low-cost, qui va parfois être insuffisamment cher, à mon sens, et donc avoir pour conséquence qu'on considère que le prix du train est trop cher. Le prix du train est trop cher. Et ça, c'est quand même important de s'y arrêter quelques secondes. Le prix d'un low-cost aérien, je considère qu'il n'est effectivement souvent pas assez cher. Et ça, il faut avoir en tête, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que le low-cost aérien, en particulier sur des destinations nationales, est subventionné, alors que le TGV n'est pas du tout subventionné. Donc nous, on ne reçoit aucun argent public, alors que le low-cost aérien qui dessert des aéroports en très grand nombre en France, il y a 86 aéroports en France. Sur ces 86 aéroports, il y en a une immense majorité qui perdent de l'argent, qui sont donc financés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie, ce qui leur permet d'attirer, en les finançant, des low-cost. Donc les low-cost sont financés, on ne l'est pas. Le résultat, c'est qu'effectivement, il y a des situations, pas tout le temps, où le train est plus cher que l'avion. Puis enfin, dans le trop, il faut aussi juste se dire, trop, ok, si on dit un chiffre, le prix du TGV, c'est 47 €. En moyenne, c'est 47 €. Alors, je sais que la moyenne ne veut rien dire, mais c'est quand même intéressant de s'y arrêter quelques secondes. 47 €, est-ce que c'est trop ? 47 €, c'est moins qu'un trajet pour aller en taxi à CDG. Est-ce que c'est une bonne référence ? Je ne sais pas. Mais 47 € dans l'absolu, pour le service qu'on rend à 320 km/h, je ne sais pas si c'est trop. Alors évidemment, c'est une moyenne. Et il y a des gens qui payent plus que 47 €, mais il y a aussi beaucoup de gens qui payent moins que 47 €. Ceux-là, on ne les entend jamais. Et donc, voilà, il faut essayer de relativiser ce trop cher. Je te rejoins sur l'idée que déjà, peut-être il faut se demander ce que c'est le train. Parce que le train, ça regroupe en fait pas mal de types de services. Ça regroupe aussi différents moments où tu vas prendre le train. Et il y a des moments où le train peut être très compétitif. Donc en fait, je pense que cette frustration sur le prix, elle est surtout liée effectivement à ces moments où c'est les départs en vacances, les départs en week-end, voilà, les moments où il y a plus de demandes que d'offres.
et du coup, ça fait grimper les prix. Peut-être qu'on pourrait prendre le temps d'expliquer un peu, justement, le système ferroviaire français et faire la différence entre les services qui sont conventionnés, les services non conventionnés. Ça, je ne sais pas si c'est maîtrisé par tout le monde. Peut-être que tu pourrais prendre le temps de l'expliquer. Oui, tu as raison. Il faut être clair là-dessus. Quand je dis que le TGV n'est pas subventionné, c'est que le TGV fait partie de ce qu'on appelle le service librement organisé, c'est-à-dire que ce sont les billets de train qui financent le coût du train et les investissements du train. Il n'y a que les billets de train qui financent aujourd'hui pour TGV à la fois le coût du train et le fait de financer des investissements. Et c'est très différent de TER et de Transilien, si on ne prend les exemples que de la France, TER, Transilien et Intercité, qui eux sont conventionnés, c'est-à-dire que leur financement est en grande partie lié à des subventions d'autorités organisatrices, c'est-à-dire les régions ou l'État pour Intercité, et les régions ou l'État financent de 50 à 80% du coût de ce train. Et donc le billet de train, cette fois, il représente que 20 à 50% du financement du coût du train. Donc on est sur deux logiques très différentes. Il y en a une qui est complètement maîtrisée par les autorités organisatrices, c'est-à-dire les régions, Hauts-de-France, Île-de-France, etc., ou l'État. Et c'est eux qui décident, en particulier pour des destinations d'aménagement du territoire, de financer un service, parce que s'ils ne le faisaient pas, comme il n'est pas rentable intrinsèquement, il n'y aurait pas de TER, il n'y aurait pas de Transilien qui circulerait. Et le TGV, c'est différent. Le TGV arrive à se financer seul, et donc lui n'a aucune convention, aucune subvention. Si je résume de façon un peu grossière, on a d'un côté le TGV qui n'est pas un service public, qui est un service un peu librement organisé, et de l'autre, on a TER, Intercité, qui sont, eux, pour le coup, des services, pas à 100%, mais publics. C'est ça, il y a vraiment ça. Le TGV n'est effectivement, en termes de définition, pas un service public, alors que TER, Transilien, Intercité sont un vrai service public avec une convention de service public. Après, il faut quand même aller jusqu'au bout. TGV n'est pas un service public puisque c'est un service librement organisé, mais pour autant, aujourd'hui, pour des raisons institutionnelles, politiques, TGV a des contraintes. C'est-à-dire que environ la moitié des dessertes de TGV ne sont pas rentables. Si on était totalement un service librement organisé, on ne desservirait pas ces dessertes non rentables. On se contenterait d'aller desservir les dessertes rentables, le Paris-Lyon, le Paris-Strasbourg, le Paris-Lille, le Paris-Bordeaux. C'est pas ce qu'on fait, puisqu'il y a la moitié de nos dessertes qui ne sont pas rentables, parce qu'on considère qu'historiquement, on a quand même une mission d'aménagement du territoire, qui a des dessertes qui sont nécessaires à réaliser pour le bien du pays. On est une entreprise qui appartient à l'État, on suit ce que nous demande notre actionnaire, et notre actionnaire, de fait, nous demande de rendre ce service. Donc, même si on n'est pas, de fait, TGV, un service public, puisqu'on est un service librement organisé, on a quand même, de fait, une forme d'obligation, pas contractuelle, mais plus institutionnelle, de dessert de territoire. Donc, si je caricature un peu, ça se passe comment ? C'est le ministre qui vous passe un coup de fil, qui vous dit « Ah non, la desserte pour Dunkerque ou pour Dijon, vous la gardez, même si c'est pas rentable ?» Non, c'est plus compliqué que ça. C'est en fait un historique. Il y a historiquement des villes qui sont desservies par le TGV et il y a des bonnes raisons à ça. Certaines, par exemple, dans le cadre de la construction historique des lignes, un certain nombre de collectivités, régions, départements, avaient cofinancé ces lignes à grande vitesse à la condition qu'elles soient desservies. Et donc, ça a créé un historique de desserte de villes dans l'est de la France, dans le nord de la France, où on ne gagne pas forcément d'argent, mais on a effectivement cette historique de desserte. Après, on a évolué progressivement, on a fait évoluer nos dessertes, et il y a des endroits qu'on ne dessert plus. Par contre, il y a de nouvelles villes qu'on a pu être amenés à desservir. Donc, évidemment, tout ça vit, mais on a cet historique, et c'est cet historique que finalement l'État, les autorités organisatrices, les collectivités, de façon un peu non dite, nous demandent de continuer à desservir. Et il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est pour moi assez central justement sur cette question du prix, c'est la question des péages ferroviaires. Si je ne me trompe pas, sur les billets de TGV, c'est à peu près 40% du prix d'un billet. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent ces redevances ? Et est-ce que tu peux nous dire, j'anticipe un peu sur ta réponse, est-ce que tu peux nous dire si c'est on va dire la seule participation de SNCF Voyageurs à la maintenance du réseau? Alors c'est vrai que 40% du coût du billet correspond au péage, ce qu'on appelle le péage ferroviaire, juste quand même pour que tout le monde ait un peu la vision. Le reste
les 60% qui restent, il y a pas mal de maintenance de nos trains, puisque c'est nous qui agissons sur la maintenance de nos trains, environ 25%. Il y a le coût du conducteur, du contrôleur et de l'ensemble des agents qui contribuent à la production, c'est en 20%. Et puis il y a 5% qui sont liés à l'énergie. Mais donc effectivement, il y a 40% qui sont liés au péage. Le péage ferroviaire, c'est un peu la même chose que le péage autoroutier. C'est ce que chaque mobile paye pour utiliser une infrastructure. Et ce péage, il sert à SNCF Réseau pour le maintien, pour les investissements sur l'infrastructure, c'est-à-dire les rails, les caténaires, les passages à niveau, enfin, tout ce qui fait l'infrastructure ferroviaire. Et pour aller plus loin, donc 40% c'est beaucoup, effectivement, qui contribuent à cette maintenance, mais ça va même encore un peu plus loin pour TGV, puisque dans les bénéfices qu'on réalise, donc une fois qu'on a fait payer nos voyageurs et qu'on a assumé nos coûts et nos investissements, il peut rester encore une petite somme qui va là aussi être une forme de dividende, mais que l'État cible sur la maintenance et donc qui est reversé de fait à Réseau. Ça n'est vrai que pour SNCF Voyageurs. C'est un fonds de concours, ce qu'on appelle un fonds de concours de SNCF Voyageurs pour Réseau, une fois que l'ensemble des comptes de SNCF Voyageurs ont été clôturés. Donc ça veut dire qu'une année où vous ne faites pas assez de ventes, où il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas ce fonds de concours. Exactement. On est d'accord. Et donc en fait, par rapport à la concurrence, par rapport aux nouveaux entrants comme Trenitalia, Renfe, etc., c'est vrai que ça crée une situation qui est un peu bizarre parce que vous participez plus à la maintenance du réseau qui, pour le coup, en a vraiment besoin. Si je ne dis pas de bêtises, le réseau français a à peu près 30 ans de moyenne d'âge. Donc c'est super utile de financer ce réseau, c'est même essentiel pour, en tout cas, les années à venir du ferroviaire. Et ça, justement, comment vous le percevez, vous, cette... je ne sais pas si injustice c'est le bon mot, mais en tout cas, cette concurrence qui est un petit peu avantagée. Tu as raison. D'abord, il faut dire que c'est très important pour Réseau d'avoir ces moyens pour assurer ses investissements et sa maintenance. Et il faut aussi dire que, à la différence d'autres pays européens, les recettes de Réseau sont uniquement liées à ces péages et à ce fonds de concours. C'est-à-dire que Réseau est beaucoup moins financé que d'autres pays par l'État. C'est des choix politiques qu'il faut absolument respecter, évidemment, mais c'est ce qui explique que les péages en France sont plus élevés qu'ailleurs en Europe. C'est totalement public. Et ce 40% qu'on paye, nous, en France, plus ce fonds de concours, on ne le retrouve pas quand on va à l'étranger. Et c'est là où, effectivement, tu as raison, la question de l'arrivée de la concurrence, elle pose vraiment question. Elle pose question sur deux sujets. Le premier que tu as évoqué, c'est-à-dire on est les seuls SNCF Voyageurs TGV à alimenter ce fonds de concours. Trenitalia, quand il est en France et qu'il fait des bénéfices, ce qui n'est pas encore le cas, mais quand il fera des bénéfices, si rien ne change, n'alimentera pas ce fonds de concours. Donc il y a effectivement un déséquilibre sur lequel il faudra se pencher. Puis il y a un deuxième déséquilibre qui est que, comme je l'ai dit, pour des raisons historiques, pour des raisons institutionnelles, on dessert des relations qui sont déficitaires, environ la moitié des relations de TGV. Nos concurrents, Trenitalia, Renfe, et puis les autres qui viendront, on peut tous se dire qu'ils vont, eux, se positionner sur des dessertes bénéficiaires. Par essence, c'est là-dessus qu'ils vont se positionner. Et donc là aussi, il y aura un deuxième déséquilibre qu'il faudra corriger. On va se dire que c'est déjà le cas maintenant, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore très présents. Mais c'est vrai que ça posera vraiment un problème, l'arrivée de ces concurrents, puisqu'on sera a priori les seuls à devoir desservir ces relations déficitaires. Et donc l'espèce d'équilibre qu'on avait jusqu'à présent quand on était tout seul, cette espèce de ce qu'on appelle la péréquation nationale, les dessertes bénéficiaires financent les dessertes déficitaires, ça va se casser la gueule, puisque les concurrents vont se positionner sur les dessertes bénéficiaires, donc vont diminuer notre marge sur ces dessertes bénéficiaires qui finançaient les dessertes déficitaires. Donc il y a une équation là qui n'est plus résolue, qu'il va falloir reprendre. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de s'attaquer à ce sujet-là et a lancé des groupes de travail pour trouver des solutions par rapport à ça. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Juste peut-être une petite précision, parce que je ne sais pas si c'est très clair pour les personnes qui nous écoutent. Malgré ce nom qui peut être un peu confusant, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, normalement, il y a une forme d'indépendance entre les deux entités. Donc voilà, c'est important de faire la distinction entre les deux. Oui, tu as raison, c'est un peu une difficulté parce qu'on a aujourd'hui une holding SNCF
qui a plusieurs filiales, dont SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, avec ce qu'on appelle Chinese Wall, une vraie séparation entre ces deux filiales, pour que effectivement on ait une vraie indépendance de SNCF Réseau, qui est en charge, par exemple, d'attribuer les sillons, donc les horaires de train, et qui ne doit pas favoriser SNCF Voyageurs par rapport à nos concurrents, Trenitalia, Renfe. Effectivement, parfois, c'est pas forcément bien compris, parce qu'on se dit, entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, forcément, il y a des connivences, on va se dire, on a le même nom, on est dans le même groupe. Sur ces sujets-là, sur les sujets qui sont des sujets concurrentiels d'attribution de sillons, il y a un vrai Chinese Wall, il y a une vraie séparation, et Réseau est très très sensible au fait de respecter ça. Peut-être que certains pourraient se dire, ok, dans ce cas-là, s'il y a cette séparation, ce Chinese Wall, pourquoi est-ce qu'on conserve une holding au-dessus? Pourquoi est-ce qu'on reste dans le même groupe? Ce serait peut-être plus simple qu'on s'appelle autrement et qu'on soit dans deux sociétés totalement séparées. La loi a décidé qu'on devait rester dans une structure intégrée, ce qui est d'ailleurs pas exceptionnel, hein. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Espagne. Globalement, en Europe, c'est quand même un peu le même schéma. Parce que sur d'autres sujets que la question de la concurrence, le fait de pouvoir travailler entre une entreprise qui gère l'exploitation, donc les trains, et l'entreprise qui gère l'infrastructure, de travailler ensemble sur l'amélioration du système, c'est hyper important. Si on ne le fait pas, on oublie que le ferroviaire, c'est vraiment un système. À la différence de l'aérien, où il y a 3 degrés de liberté, de la route, où on a 2 degrés de liberté, le ferroviaire, si on se dit les choses, c'est 1 seul degré de liberté. On est sur des rails, il y a des caténaires au-dessus, c'est très très contraint. Et donc forcément, le mobile a besoin d'être beaucoup plus en lien avec l'infrastructure que dans l'aérien, ou que sur la route. Effectivement, le train ne peut pas être le meilleur partout, hein, ça je te l'accorde. Alors, je vais aborder un sujet un peu plus sensible. Il y a quelques jours, les équipes de complément d'enquête ont justement sorti un sujet dans lequel ils vous accusent de laisser d'anciennes rames à l'abandon pour faire volontairement grimper le prix des places. On a bien compris que c'était surtout le fruit de décisions antérieures, notamment au Covid et au boom que connaît le secteur ferroviaire depuis justement la pandémie. Mais aujourd'hui, maintenant que vous voyez la demande repartir, qu'est-ce qui empêche de revenir sur ces décisions? Qu'est-ce qui explique que ces rames ne soient pas remises en circulation pour pouvoir notamment augmenter le nombre de places et peut-être avoir des prix au moment de forte affluence qui seraient peut-être un peu moins hauts? Ouais, ce truc m'énerve parce que, je vais le dire simplement, c'est n'importe quoi. Et c'est pas faute de l'avoir expliqué à complément d'enquête et à tous les journalistes qui se sont intéressés à ces rames qui effectivement sont entreposées parfois depuis très longtemps. Il faut juste refaire un tout petit peu d'histoire, parce qu'effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, même si effectivement, ce n'était pas moi à l'époque, je suis en totale solidarité avec les décisions qui ont pu être prises à l'époque. Il faut juste se souvenir qu'en 2014, et on pourrait retrouver les archives et les articles de presse qui étaient sortis à l'époque, le modèle économique de TGV ne tenait plus. C'est-à-dire qu'on avait été même obligé à faire une dépréciation d'actifs, parce que les business models qu'on était amené à faire pour justifier l'investissement ne permettait pas de dire qu'on savait financer ces investissements. C'est ce qu'on appelle la dépréciation d'actifs, c'est-à-dire qu'on considère que les TGV qu'on possédait à l'époque n'avaient plus de valeur en tant que telle, puisqu'on ne savait pas derrière avoir un modèle de vente de billets et qui permettait de couvrir nos coûts et nos investissements. Pendant plusieurs années, entre 2014 en particulier et 2017, on n'a donc pas eu le droit d'ailleurs d'investir. Donc ça, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on était à cette époque-là dans une situation économique totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en 2015-2016, on se retrouve avec des rames qui, économiquement ne valent plus rien, et deux, et ça, tout le monde l'oublie, mais pourtant, c'est pas faute de le dire, les rames qu'on voit aujourd'hui dans les cimetières qui sont décrits par complément d'enquête sont des rames qui étaient d'une technologie totalement différente de celle qu'on a aujourd'hui, grossièrement plutôt en acier qu'en aluminium, avec des circuits électriques qui avaient une durée de vie beaucoup plus faible que ceux qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et de fait, c'est vrai, des rames de 30 ans, ou même de 28 ans, qui sont celles qu'on voit dans ce film, étaient de fait complètement en bout de vie et pas récupérables, pas prolongeables. Donc on n'a pas, en gros, radié, puisque c'est le terme qu'on utilise en ferroviaire, des rames qu'on aurait pu utiliser pendant encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a peut-être pu les utiliser 1 an ou 2, mais de toutes les manières, aujourd'hui, en 2025, ces rames, elles sont totalement inutilisables.
Le fait de s'imaginer qu'on aurait volontairement mis à la poubelle des rames pour en avoir moins aujourd'hui, pour que les prix augmentent dans la logique de l'offre et de la demande, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et les décisions qui ont été prises à l'époque sont liées à l'état de ces rames et parallèlement au fait qu'on n'avait pas le droit d'investir. Et puis, arrivent les années 2018-2019. Il y a un changement de modèle économique qui est lié en particulier à une évolution des péages, à aussi une envie de train qui commence dès ce moment-là. Et on arrive là à démontrer que il peut y avoir un avenir à TGV. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, il suffit de regarder la une des journaux à l'époque qui s'intéressaient à ça. Ça change radicalement. Et donc, on lance le projet TGVM. Et donc, on a la possibilité de créer de nouveau un train, d'acheter des trains. Et on décide, voilà, après le Covid, parce qu'après il y a le Covid, d'acheter 115 trains. Donc, la donne a totalement changé. Mais c'est un peu facile maintenant de se dire, alors que on a plein de clients qui veulent prendre le train, de se dire, regardez, les décisions qui ont été prises il y a 10 ans, elles sont absurdes. Elles étaient techniquement justifiées, et totalement logiques dans le moment économique où on se trouvait. C'est sûr que je pense que là, aujourd'hui, on comprend mieux qu'il y a beaucoup d'inertie dans le secteur ferroviaire et qu'effectivement... Mais moi, j'ai une petite question à titre presque perso. Il y a, par exemple, vous avez un peu lifté certaines rames pour les trains de nuit, pour Ouigo aussi, les trains classiques. Alors, j'imagine que ce serait peut-être compliqué de remettre ces rames en état de marche pour faire du TGV, mais est-ce que ce ne serait pas envisageable de les utiliser pour d'autres services qui sont peut-être moins gourmands, on va dire, en lifting? Non, parce que regarde les deux exemples que tu prends. Tu prends les exemples de trains de nuit et tu prends les exemples de Ouigo train classique. Les voitures qu'on a utilisées, parce que des voitures, dans ces cas-là, ce sont des voitures donc Corail nuit ou Corail jour pour Ouigo train classique. C'est très différent, je pense que tout le monde peut le comprendre, en termes technologiques, que celle d'un automoteur, comme un TGV, parce qu'en fait, dans une voiture tirée par une locomotive, il y a technologiquement beaucoup moins de circuits électriques, de questions il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de système de freinage compliqué. À la différence d'un automoteur, ou un automoteur, en fait, il y a une technologie qui fait qu'on ne peut pas séparer. Quand on est sur un TGV, on ne se met pas à couper le TGV en deux, on ne se met pas à séparer ce TGV. C'est donc en fait une technologie beaucoup plus simple, beaucoup plus ancienne. Et donc c'est un peu un paradoxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait faire durer la vie de voitures Corail qui ont été créées dans les années 70. Et par contre, des automoteurs comme des TGV qui ont été conçus dans les années 90 avec une technologie plus récente, mais beaucoup plus complexe. On ne sait pas les faire durer à l'époque au-delà des années 2020. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais il suffit de se pencher sur la technologie respective d'une voiture Corail, comme il y en a des centaines dans l'Europe entière, par rapport à un automoteur TGV qui est un outil extrêmement complexe avec énormément de circuits électriques, pour voir qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes conditions de prolongation. Ok. Et donc là, ces rames, il n'y a pas d'espoir qu'elles soient réutilisées d'une manière ou d'une autre, ou revendues à d'autres pays ou... Non, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Quand certains de nos potentiels concurrents se sont posé la question de comment est-ce qu'ils pouvaient aller récupérer des rames, ils sont allés voir ces rames radiées. Ils ont essayé de demander des expertises pour voir comment est-ce qu'on pouvait les récupérer. Et on s'est aperçu que c'était impossible. Enfin, ils se sont aperçus que c'était impossible. On va revenir un peu sur le sujet du prix. Parce que bon... Moi, lorsque je parle de train avec mes proches, je suis souvent le premier à prendre votre défense en expliquant Merci. Un peu tout ce dont on a parlé, sur notamment les péages, etc., sur le fait que vous deviez aussi participer à la régénération du réseau, et que finalement, en fait, si le train paraissait cher, c'était surtout lié à on va dire, un manque de volonté politique. Donc ça, c'est souvent ce que je répète. Et ce qu'on me rétorque à chaque fois, presque, c'est que oui, l'entretien du réseau peut représenter un gros poste de dépense, mais que votre problème principal, alors c'est pas mes mots, je répète, c'est le manque de performance et de compétitivité de vos effectifs qui sont trop souvent en grève, pas assez productifs par rapport aux avantages sociaux dont ils bénéficient, etc. Donc ça m'a poussé à faire des recherches sur le sujet et je suis justement tombé sur un rapport de la Commission des finances que j'ai trouvé super intéressant. Déjà parce qu'il vient confirmer ce dont on a parlé précédemment en remettant en question la logique d'autofinancement
du secteur qui vous oblige à reverser une partie de vos bénéfices pour financer SNCF Réseau. Et pour ça, l'une des recommandations des rapporteurs, c'est notamment que l'État débloque 3,8 milliards d'euros par an pour la régénération du réseau. Donc ça, je pense que toi comme moi, on serait content que ça arrive. Mais un autre volet de ce rapport concerne justement la performance de vos effectifs. Donc, selon eux, l'amélioration des perspectives financières de la SNCF passera nécessairement par une augmentation très significative de sa compétitivité. Les dernières données publiées par l'IRG Rail révèlent notamment qu'elle est aujourd'hui nettement inférieure à celle de ses homologues européens. Donc concrètement, ce qu'ils recommandent, c'est de réduire les effectifs, d'améliorer la polyvalence du personnel, de promouvoir l'externalisation et tout un tas d'autres mesures qui permettraient de réduire les coûts. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Évidemment qu'on peut toujours faire mieux et qu'on peut toujours être plus efficace, plus productif. Mais moi, honnêtement, je ne crois pas qu'on ait à rougir du tout. Et quand on se compare à nos concurrents, on a des résultats en termes économiques, en termes d'efficacité, qui sont, à mon avis, et d'ailleurs les résultats le montrent, tout à fait respectables. D'ailleurs, il suffit de regarder. Je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de dessertes sur lesquelles on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, TGV est une structure qui gagne de l'argent. Et parce qu'on a cette efficacité, parce qu'on a ce système qui nous permet de financer nos coûts et d'investir. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont capables, sur fonds propres, sans aucune aide, de financer 115 rames TGV, et on ne va pas s'arrêter là. 115 rames, c'est plus de 3,5 milliards. Quelles sont les boîtes qui sont capables de financer sur fonds propres 3,5 milliards ? Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc, moi, je veux bien entendre qu'on est moins bon que les autres. Je regarde les résultats et objectivement, on est plutôt aujourd'hui parmi les meilleurs en Europe. D'ailleurs, il faut aussi se dire, parce qu'on a toujours tendance à se flageller en France, mais qui sait que TGV a 43% de part de marché sur l'ensemble de la grande vitesse européenne. 43% de part de marché. Et on est en tête, on est les premiers. Bon, donc ça veut dire que peut-être que les autres sont bons, mais nous, en tout cas, aujourd'hui, en grande vitesse, je suis assez serein pour dire qu'on est meilleur. Alors, derrière ta question, et derrière les textes que tu cites, ça dépasse TGV, parce que là, on est en train de parler en fait de l'efficacité du système ferroviaire en tant que tel. Donc, encore une fois, je suis toujours d'accord pour dire que, oui, ce serait mieux s'il y avait moins de grèves, mais enfin, d'ailleurs, il faudrait aussi analyser jusqu'au bout, il n'y a pas tant de grèves que ça. Et quant à la question de l'efficacité de nos personnels, de nos méthodes, là aussi, quand on analyse au fond, on s'aperçoit que on n'est pas moins rentable que les autres. Et le dernier exemple, c'est que quand il y a eu des appels d'offres, alors là, je ne parle plus de TGV, je parle de TER, des appels d'offres lancés en France, c'est SNCF qui a gagné. La majorité des appels d'offres lancés en France ont été gagnés par SNCF contre des opérateurs, soit privés, soit venant d'autres pays. Donc, et le critère numéro 1 dans ces appels d'offres, c'est bien le critère financier. Donc voilà, on peut toujours dire qu'on peut faire mieux, c'est vrai. Mais je pense que si l'ensemble des gens qui nous auditent allaient jusqu'au bout, je pense qu'ils pourraient aussi constater qu'on n'a pas à rougir en termes d'efficacité. Pour le coup, je vais partager mon exemple personnel qui est assez limité, mais j'ai eu l'occasion, justement pour le tournage de la première saison de ce podcast qu'on a tourné dans le tout premier TGV. Donc on est allé du côté de Villeneuve. On est passé au sein des équipes et on a pu rencontrer quelques personnes. Alors, c'est évidemment pas très représentatif parce que c'est quelques personnes, mais ce qui m'a frappé, moi, à chaque fois, c'est le côté passionné de beaucoup de ces gens. Et c'est vrai que le message que je voudrais apporter aux personnes qui nous écoutent, c'est que, OK, il y a les grèves, OK, il y a toute cette image du cheminot qui a plein d'avantages, etc. Mais je pense qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir de vrais passionnés, des gens qui font vraiment du dépassement de fonction, vont travailler presque gratuitement parfois pour aller garder justement cet ancien TGV. Donc je pense que, voilà, peut-être ne pas trop généraliser. Et certainement, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais c'est intéressant en tout cas de se confronter au réel et de rencontrer ces personnes. Mais merci de le dire, je trouve que vraiment merci de le dire. Moi, juste un autre témoignage, ce qui me frappe dans ma longue carrière à la SNCF, c'est que je peux citer des dizaines de personnes, par exemple des cadres, de premier niveau de cadres, qui gagnent moins de 3 000 € par mois et qui sont là tous les jours à 7h30 et qui partent rarement avant 20h parce qu'ils ont un amour de leur métier, un amour du respect, de la qualité des opérations et donc un engagement qui est totalement hallucinant et qu'honnêtement, on ne retrouve pas ailleurs. Donc voilà, il faut effectivement relativiser. Et justement, peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu là, parce que ce que j'ai pu percevoir moi dans les TGV par exemple, c'est que
il y avait quand même des personnels de plus en plus polyvalents. J'ai l'impression que ce que font les contrôleurs aujourd'hui, c'est pas la même chose que ce que faisaient les contrôleurs il y a 10 ans. Donc, est-ce que justement, il y a déjà eu des mesures qui ont été mises en place de votre côté pour plus de polyvalence, plus de performance, etc. Bien sûr, on a, nous, depuis plusieurs années, on est complètement conscient de la nécessité d'être plus efficace, d'être plus rentable. Et c'est vrai que la question de la polyvalence, elle adresse cette question-là. Pas que d'ailleurs, je pense qu'elle adresse aussi des questions de variété, d'intérêt du job. Mais on travaille beaucoup effectivement sur cette question de la polyvalence. Moi, je suis assez admiratif, j'avoue, des équipes SNCF qui ont radicalement changé. Par exemple, je prends l'exemple des vendeurs de billets. Quand je suis rentré à la SNCF il y a 30 ans, un vendeur de billets, il était vendeur du billet de sa première heure de travail jusqu'à 8 heures plus tard. Il faisait que vendre des billets. Et il faisait ça tout le temps. C'était sa seule activité. On a complètement évolué par rapport à ça. Et aujourd'hui, sur TGV, il n'y a plus de vendeur qui ne fait que vendre. Les vendeurs sont capables d'aller sur le terrain, sur le quai, faire du contrôle à l'embarquement, ce qu'on appelle l'accueil embarquement. Ils sont capables d'avoir une polyvalence qui n'était pas du tout le cas avant. Tu as cité les contrôleurs aussi, qui ont une variété d'activités qui a énormément augmenté, qui ont énormément travaillé sur l'information voyageur, par exemple, sur la prise en charge des clients, sur de la toute petite maintenance aussi. Donc, on fait évoluer effectivement nos équipes. Et encore une fois, je suis, moi, assez étonné de la capacité qu'ont eu énormément d'agents à la SNCF de se renouveler et de changer leur métier. Ok. Et alors, petite question pour l'avenir. Je pense que tu le sais, le train de nuit aujourd'hui, c'est un peu à le vent en poupe. Donc, c'est bien, il y a eu une relance là déjà ces dernières années. On est passé à 8 lignes intercités de nuit, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'on n'avait plus que 2 il n'y a pas si longtemps. Donc, ça se relance. Mais on est encore en train de rouler dans des rames qui ont été un peu liftées, etc. Je crois qu'il y a une commande de l'État qui a été faite Qui est faite, ça y est, cette semaine. Parfait, donc ça c'est une super nouvelle. Est-ce que y a des velléités d'ouvrir uniquement des lignes en France, ou est-ce qu'à terme, on peut envisager que SNCF Voyageurs fasse des lignes intra-européennes ou inter-européennes, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas qui permettraient d'aller à l'étranger? Alors il y en a déjà 2 qui permettent d'aller à l'étranger, puisqu'il y a le Paris-Vienne et le Paris-Berlin qu'on a ouvert. Donc c'est quand même des lignes qui traversent d'ailleurs plusieurs pays, puisqu'on va jusqu'en Autriche. On le fait en collaboration, en coopération avec en particulier les EBB, donc les chemins de fer autrichiens et l'ADB, les chemins de fer allemands. Et donc ça, juste pour préciser, c'est la collaboration. Donc vous avez des chauffeurs, des conducteurs français. Des conducteurs, pardon, pas des chauffeurs. Des conducteurs sur une portion du trajet. Voilà, des conducteurs et des contrôleurs français sur une portion du trajet. Et on travaille avec des voitures autrichiennes. Et ça peut être nos locomotives aussi. Donc voilà, on combine. Mais et les voitures, c'est d'anciennes voitures de la Deutsche Bahn qui ont été rachetées par EBB il y a quelques années, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs. Il y a de plusieurs types. Il y a effectivement des voitures de la Deutsche Bahn rachetées par EBB. Il y a aussi des voitures historiques d'EBB. Et puis, EBB a passé un gros contrat avec Siemens. Et donc, on peut espérer qu'on aura aussi bientôt, on pourra profiter des voitures neuves que EBB a achetées, au-delà des voitures commandées par l'État, dans ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire un appel d'offres qui a été lancé par l'État pour avoir de nouvelles voitures. Tout ça va prendre un peu de temps. Je constate comme toi, effectivement, le boom que connaît le train de nuit. On est passé effectivement de 2 lignes en 2019 à 8 lignes maintenant, ce qui est en France, qui est quand même ce qui est formidable en quelques années d'être arrivé à changer complètement le cours de l'histoire des trains de nuit. Il faut juste être complètement lucide sur les trains de nuit, en tout cas sur les trains de nuit qu'on opère nous, c'est-à-dire qu'on n'opère pas des trains de nuit de très grand luxe, c'est même là un peu vintage si on se dit les choses, mais là aussi il y a une question de modèle économique sur laquelle il faut être conscient. On est bien dans la partie qu'on décrivait tout à l'heure de services conventionnés, parce que intrinsèquement, un train de nuit, il faut être lucide par rapport à ça, est beaucoup moins rentable qu'un TGV, pour une raison toute simple. Un siège de TGV, un siège d'une rame de TGV, on est capable de la vendre 4 fois et demi par jour, parce qu'elle va faire plusieurs allers-retours. Une couchette de train de nuit, par définition, on la vend qu'une fois par jour, par nuit pour être plus exact. Donc en gros, un train de nuit est 4 fois moins rentable qu'une rame de TGV. Et donc, il nécessite d'avoir des subventions. D'ailleurs, pour 1 euro de chiffre d'affaires sur un train de nuit, on a 2 euros de coût. Donc on a besoin d'avoir 1 euro de subvention. Et là, comme c'est des trains nationaux, c'est l'État qui subventionne.
La bonne nouvelle, c'est que l'État est complètement conscient de ça, complètement conscient de l'attente de la population sur les trains de nuit, et donc a décidé de mettre de l'argent et de développer ces lignes de trains de nuit. Voilà, on est dans un entre-deux aujourd'hui, parce qu'on a ces voitures un peu vintage qu'on a remis un peu au goût du jour, mais qui restent quand même un peu vintage, qui sont super, mais voilà, et on en a besoin de plus, et on a besoin aussi qu'elles soient neuves, et donc c'est cet appel d'offres qui a été lancé, et qui va prendre quelques années. Et donc tu penses qu'il y aura des liaisons en plus de Paris-Vienne, Paris-Berlin, ou ce sera vraiment en France ? Ouais, moi j'espère qu'il va y avoir des liaisons effectivement à assez longue distance à l'international, pour une bonne et simple raison, c'est que là aussi, il faut mesurer qu'il y a des tabous qui sont tombés, qui sont assez fascinants. La très longue distance en train était considérée comme un truc totalement inaccessible et qui ne serait jamais, même commercialement, efficace par rapport à l'avion. Déjà, en TGV, on vient de lancer le Paris-Berlin, 8 heures, le train est plein. Ce qui, quand même, c'était pas une évidence. Hein. Donc, le slow travel, en ferroviaire, parce que c'est toujours plus slow que l'avion, a un vrai avenir devant lui. Et je suis convaincu que le train de nuit, là aussi, si on se dit qu'on est capable de rester 8 heures dans un TGV, moi, je suis sûr qu'on est capable de rester encore plus longtemps dans un train de nuit. Et qu'un jour, on sera capable de faire vraiment des destinations partout en Europe. Il faut quand même se redire qu'il y a encore quelques années, on faisait un Paris-Moscou. Hein. Maintenant, ça semble bien difficile, mais voilà. Donc, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de destination qui soit inaccessible en train de nuit. À partir du moment où il y a une volonté politique qui vient traduire une attente commerciale, une attente des clients, si cette attente continue à s'exprimer, je suis sûr que les États continueront à vouloir financer les trains de nuit. Alors, il faut être conscient qu'encore une fois, c'est dans un modèle qui est un modèle accessible à tout le monde. Hein. Les prix du train de nuit, c'est en gros de 39 à 59 euros, donc c'est quand même pas très cher. Et il y a un autre modèle qui existe, qui est le modèle de train de nuit ultra luxe, qui va se développer. Ça, on le sait, il y a plein de gens qui sont en train de réfléchir à ça. Mais c'est complètement autre chose. Tu fais bien de parler du prix, parce que je pense que c'est important de mentionner que le train de nuit a quand même cet avantage d'éviter des nuits d'hôtel, etc. Donc sur ce sujet du prix, pour moi, c'est un point important. Et alors, maintenant que j'y pense, il y a un autre sujet qui peut être intéressant peut-être d'expliquer, parce que je l'ai découvert très récemment, c'est les trains de fonction. Ouais, c'est super intéressant. Moi, il y a un truc qui me perturbe beaucoup, je t'avoue, ces derniers mois, ces dernières années, c'est la voiture de fonction. La voiture de fonction, on sait, il y en a plein. Et je trouve que c'est un système qui est assez étonnant, parce que ça revient à dire que l'État subventionne des émissions de CO2. L'État, via des exonérations fiscales, finance 70% pour les entreprises et pour les bénéficiaires d'une voiture de fonction, de fait, l'achat d'une voiture et l'utilisation de cette voiture par des salariés, des cadres, en général des entreprises. Je ne suis pas opposé à ça. Je voudrais juste qu'il y ait une alternative, et de se dire que des cadres qui n'ont pas envie de voiture, parce que peut-être ils habitent en centre-ville et qui ont envie de se déplacer de façon un peu plus respectueuse de l'environnement, puissent bénéficier d'une alternative. Et pour moi, cette alternative, c'est ce qu'on appelle le crédit mobilité. C'est la possibilité d'avoir, avec une carte de crédit, un crédit pour pouvoir se déplacer, utiliser le train, louer une voiture, parce qu'il faut bien faire le dernier kilomètre, louer un vélo, louer une trottinette, acheter un vélo. Bref, faire de la mobilité douce et respectueuse de l'environnement. Et donc, c'est quelque chose qui existe techniquement. Ces solutions existent. Certaines entreprises les utilisent. Sauf que la partie crédit mobilité, donc cette solution qui vise à pouvoir proposer pour chacun d'utiliser ce train ou cette mobilité douce, elle n'est pas exonérée fiscalement. Donc les entreprises nous disent, écoute, voilà, t'es gentil avec ta solution, mais tant qu'il n'y aura pas le même niveau d'exonération fiscale pour la voiture de fonction que pour le train de fonction ou que pour le crédit mobilité, eh ben évidemment, on ne le proposera pas à nos salariés, et on comprend bien. Et donc voilà, je trouve que ce serait intéressant qu'il puisse y avoir cette logique d'équilibre, d'alternative à la voiture de fonction, que moi j'appelle le train de fonction, mais qui est fondamentalement ce crédit mobilité. Donc là, implicitement, tu nous demandes, à travers notre association, de porter un petit plaidoyer peut-être, une petite pétition, un truc comme ça ? Moi, je trouve que je serais vous, association super favorable à cette mobilité douce, de porter ce message-là. Encore une fois, c'est pas supprimer les voitures de fonction, c'est juste
rééquilibrer un tout petit peu le système et proposer une alternative à la voiture de fonction. Bah écoute, je suis sûr que le message est passé à tous les aventuriers d'Ourail, voilà, qui sont donc pour précision. Donc Ourail, c'est un média, c'est une société, ça gère les activités commerciales du média, et le média soutient une association qui s'appelle les Aventuriers d'Ourail, et donc justement qui porte un peu ces plaidoyers et on va dire ce lobbying citoyen. Donc écoute, je suis sûr que le message est passé. Merci à Ourail, merci beaucoup. Et alors peut-être dernière question. Moi j'ai l'exemple de FS Treni Turistici, côté italien, donc qui est une filiale du groupe, voilà, de l'équivalent de la SNCF, mais côté italien. Et donc eux, ils créent des trains touristiques, voilà, qui ont une approche totalement différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une démarche d'efficacité pour aller d'un point A à un point B, c'est vraiment de l'expérientiel, etc. Et ils ont remis justement au goût du jour un peu des rames vintage, etc. Est-ce que ça, ce ne serait pas un projet intéressant pour SNCF Voyageurs, justement, d'aller chercher d'autres typologies de clients qui sont plus là pour l'expérience que pour le déplacement pur et dur? Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis toujours ouvert à tout. Après, en fait, comme par hasard, en ferroviaire, l'enjeu de base, c'est le train. Voilà, c'est pas une surprise, c'est d'avoir le matériel, c'est d'avoir les voitures, c'est d'avoir les rames qui permettent d'assurer un service. Nous, aujourd'hui, on est allé chercher le plus loin possible des voitures, même anciennes, en corail, pour assurer de nouveau les trains de nuit, pour assurer le Ouigo train classique, dont on n'a pas parlé, mais qui est finalement une forme de réponse à ce que tu dis, moi, qui me satisfait beaucoup, je t'avoue. C'est-à-dire de pouvoir proposer des trains très très peu chers, très low cost, sur Paris-Bruxelles, sur Paris-Nantes, sur Paris-Rennes, avec des matériels très anciens, et qui sont donc destinés au plus grand nombre, et qui sont un vrai succès, avec des prix très très bas, inférieurs à 49 € systématiquement, plutôt en moyenne inférieurs à 20 €. Je pense que c'est une façon de répondre à ça. On ne se tourne pas vers le tourisme en tant que tel, on se tourne vers un trajet quotidien pour absolument tout le monde, extrêmement accessible. On n'a pas aujourd'hui dans notre parc des anciennes voitures qui pourraient correspondre à ce que tu dis sur un trafic touristique, donc peut-être même un peu luxe parfois. Ouais, avec des belles voitures restaurants. Avec des belles voitures restaurants. Par contre, on est ravis de travailler avec un certain nombre d'opérateurs qui ont envie de nous demander, nous, d'assurer ce qu'on appelle l'attraction, c'est-à-dire qu'en fait, on met une locomotive, on met un conducteur et on assure ces offres. On le fait d'ailleurs dans plein de cas de trains spéciaux. En fait, on n'en parle jamais, mais la SNCF a un service de trains spéciaux qui marche super bien, qui offre plein de services. Ce n'est pas du tourisme, mais par exemple les pèlerins. Hein. Les pèlerins sont ravis de travailler avec nous pour acheminer des pèlerins d'un bout à l'autre de l'Europe. Et on a aujourd'hui effectivement des gens qui nous demandent sur des offres plus touristiques de pouvoir travailler avec eux. Mais ce n'est pas nos voitures, parce qu'on n'en a pas. D'accord, donc il y a un problème matériel. Ok. Eh ben écoute, Alain, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci peut-être un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un format que je trouve assez génial, d'avoir le temps de parler, le temps de s'exprimer. La question du prix, elle est super sensible, c'est vrai. La difficulté qu'on a en général, c'est qu'on a à peu près 20 secondes pour expliquer pourquoi il y a cette perception-là. Et pourquoi on estime qu'en fait, c'est injuste de considérer que les prix du train sont chers. Là, ce format, il nous permet d'avoir le temps et j'espère que tout le monde aura à peu près compris que, certes, ils peuvent percevoir le train comme cher, mais il y a des explications à ça et en fait, la moyenne n'est pas forcément aussi chère que ça. Ouais, effectivement, c'est une idée qui est difficile à résumer en quelques secondes. Écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps et je suis sûr que ça aidera les gens à bien comprendre le sujet. Et puis je te dis à bientôt dans un train. À très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner à notre podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.